Un matin, vous vous réveillez et tout semble différent. Une absence envahit la pièce. Un silence inhabituel remplit l'air, et ce vide dans votre poitrine devient insupportable. Vous n'êtes pas blessé physiquement, mais tout en vous hurle de douleur. La personne que vous pensiez être votre âme sœur est partie. Vous ne comprenez pas tout de suite, peut-être que vous refusez même d'y croire. Et vous vous demandez pourquoi ? Pourquoi ça fait si mal, comme si une partie de vous avait été arrachée ? Pourquoi cette expérience humaine, universelle, est-elle capable de provoquer une telle détresse ? L'amour est souvent comparé à une drogue puissante. Sur le plan neurologique, être amoureux active le système de récompense du cerveau, impliquant des neurotransmetteurs tels que la dopamine et l'ocytocine. Ces substances créent un sentiment de bonheur, de connexion et parfois même d'euphorie. Lorsque nous sommes en couple, la présence de l'autre devient un déclencheur constant de la libération de ces hormones. Avec le temps, notre cerveau associe cette personne à une source de bien-être. Et en cas de rupture, cette source disparaît soudainement et va ensuite provoquer un sevrage brutal. Une zone cérébrale spécifique s'active alors, le cortex singulaire antérieur, et c'est précisément cette même zone qui s'active en cas de rejet social. Ce qui signifie donc que perdre quelqu'un est ressenti biologiquement comme une blessure corporelle. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une neuroscientifique, Naomi Eisenberger. Le cerveau est donc une machine redoutable lorsqu'il s'agit de raviver la douleur. Les souvenirs heureux partagés avec l'être aimé ne disparaissent pas. Au contraire, ils sont réactivés à chaque pensée, chaque photo ou chanson qui évoque la relation perdue. Et cette réactivation va stimuler les mêmes circuits neuronaux, rendant la douleur omniprésente. La nostalgie va amplifier la souffrance en alimentant une boucle de rumination. Nous rejouons les moments passés, tentant désespérément de comprendre ce qui a mal tourné. Cette obsession est renforcée par une production accrue de cortisol, l'hormone du stress, qui va maintenir notre esprit en alerte, incapable de lâcher prise. Et bonjour les longues nuits d'insomnie. L'ocytocine, elle, est surnommée l'hormone de l'amour. Elle est un facteur clé dans l'attachement romantique. Elle est produite lors des moments d'intimité physique et émotionnelle. Elle crée un lien profond entre les deux individus. Et en cas de rupture, le niveau d'ocytocine chute brutalement et va provoquer une sensation de vide et de désorientation. Parallèlement, la dopamine, qui elle est un neurotransmetteur du plaisir, va cesser d'être libérée en l'absence de l'être aimé et va entraîner des symptômes similaires à ceux d'un manque chez un toxicomane. John Bowlby, père de la théorie de l'attachement, a révolutionné notre compréhension des relations humaines. Il a démontré que nos premiers liens, souvent avec nos parents ou figures parentales, façonnent durablement notre manière d'aimer et d'être aimé. Et ces schémas d'attachement vont nous suivre dans nos relations adultes et vont influencer la manière dont nous vivons une rupture. Ces schémas d'attachement seraient au nombre de 3. Les sécures, les anxieux et les évitants. Les sécures ont reçu un amour stable et inconditionnel dans leur enfance. Ils possèdent une base solide. Lorsqu'une rupture survient, ils sont mieux équipés pour gérer la douleur. Ils vont souffrir, certes, mais leur estime de soi et leur résilience les aident à avancer. Les anxieux, eux, ont grandi avec des figures parentales imprévisibles ou inconsistantes. Ils développent souvent une peur profonde de l'abandon. Lorsqu'ils perdent un partenaire, la rupture est vécue comme une attaque directe à leurs valeurs personnelles. Ils peuvent être obsédés par l'idée de réparer la relation ou se demander sans fin ce qu'ils ont fait de mal. Enfin, les évitants sont des individus ayant appris à se protéger des blessures émotionnelles et minimisent souvent l'importance des relations. Mais cette apparence indifférente cache souvent une souffrance intérieure. Après une rupture, ils peuvent se renfermer sur eux-mêmes, évitant toute introspection, ce qui rend leur guérison plus difficile. Un exemple concret, une personne anxieuse dans une relation va investir énormément d'énergie émotionnelle dans son partenaire, le considérant presque comme une béquille psychologique. Lorsque la rupture survient, elle va perdre non seulement son amour, mais aussi la stabilité qu'elle avait construite autour de cette relation. Chaque message non répondu, chaque souvenir partagé, va devenir alors une source de douleur, car il ravive la peur primordiale de l'abandon. Et à la différence de celle-ci, une personne évitante pourrait rationaliser la rupture, et affirmerait que cela ne compte pas vraiment. Mais au fond, cette distance émotionnelle peut masquer une douleur latente, un sentiment de rejet qu'elle n'ose pas affronter. Tous ces mécanismes d'attachement vont donc façonner non seulement notre manière de vivre l'amour, mais aussi notre manière de gérer sa perte. Mais une rupture, c'est pas seulement perdre une personne, c'est perdre tout un univers que l'on avait imaginé à deux. Parce que chaque relation est une projection vers l'avenir.
des voyages planifiés, des moments rêvés, le jeu se transforme en nous. Et lorsque tout ça s'effondre, ce n'est pas seulement le présent qui souffre, mais c'est aussi cet avenir idéalisé qui s'efface brutalement. Vous connaissez peut-être cette personne qui, après des années de relation, avait prévu de construire une maison avec son partenaire. Chaque pièce avait été pensée ensemble, chaque mur imaginé comme un refuge commun. Et une fois que la rupture survient, ce n'est pas seulement un plan qui disparaît, mais c'est tout un rêve qui meurt. Et ce vide est profondément douloureux, car il s'étend bien au-delà de la simple absence physique de l'autre. Des études ont montré que le cerveau humain a du mal à distinguer ce qui est imaginé de ce qui est réel. Et donc, ces projets non réalisés continuent d'occuper une place dans notre esprit, rendant la séparation encore plus difficile à digérer. Et ce processus est souvent amplifié par une rumination mentale. On va cogiter et on va rejouer sans cesse ces futurs impossibles. Et c'est précisément ça qui va rendre la rupture très complexe. Elle exige non seulement de dire adieu à quelqu'un, mais aussi à une version de nous-mêmes, projetée dans cet avenir. Et ce deuil est double, car il touche à la fois à notre cœur et à notre imagination. J'ai dit précédemment que le jeu devenait un nous. Parce que nous construisons une identité partagée, un récit commun où l'autre joue un rôle central. La rupture, c'est un effondrement de cette histoire. Tout ce que nous étions ensemble n'a plus de sens. Et nous devons alors redevenir un jeu. Et ça peut être super flippant. Surtout si notre estime de soi dépendait en grande partie de cette relation. Vous voyez ce genre de partenaire qui s'efface progressivement pour faire plaisir à l'autre. Eh bien, quand la rupture survient, cette personne se retrouve face à un vide identitaire. Elle ne sait plus qui elle est sans l'autre, car son moi s'était effacé dans le nous. Et ce phénomène, il est souvent au cœur de la douleur ressentie. Mais même si cette déconstruction est incroyablement difficile, elle peut aussi être une opportunité. Car en perdant l'autre, nous avons la chance de nous retrouver. La thérapeute Esther Perel explique que la rupture peut être vue comme un moment de renaissance. Nous ne sommes pas seulement ce que nous avons perdu, mais aussi ce que nous sommes en train de devenir. La rupture va nous forcer à réécrire notre histoire. Ce qui semblait stable et certain devient incertain. Et c'est dans cette instabilité que réside une possibilité, celle de nous reconstruire sur des bases plus solides. C'est précisément dans ce moment que nous avons la chance de questionner ce que nous voulons vraiment, non pas en fonction de l'autre, mais en fonction de nous-mêmes. À partir de maintenant, on va s'attaquer à la philosophie. Et restez avec moi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Toutes les facettes de l'amour ont été explorées par les philosophes, du désir passionné à la douleur déchirante de la perte. On va commencer par le plus déprimant, pour pouvoir finir sur une note plus joyeuse, et vous l'aurez peut-être deviné, Monsieur Schopenhauer. Comme d'habitude, la philosophie du pessimisme, et attention, ce qu'il dit va peut-être en choquer plus d'un, pour lui, l'amour romantique est une ruse de la nature. Derrière les émotions intenses et les promesses éternelles se cache un objectif froid et intemporel, la reproduction de l'espèce. Pour lui, nous sommes manipulés par un vouloir vivre, inconscient, qui nous pousse à chercher un partenaire idéal, non pas pour notre bonheur, mais pour assurer la survie de l'espèce. Et dans ce cas-là, la rupture montre bien l'illusion qu'est l'amour. Toutes les promesses de bonheur se dissipent alors, et laissent place à la réalité brute. L'amour, aussi merveilleux soit-il, est souvent guidé par des instincts biologiques qui échappent à notre contrôle. Ça peut sembler cynique, mais ça offre aussi une forme de libération. Parce qu'en reconnaissant que l'amour n'est pas une quête de sens ultime, nous pouvons apprendre à ne plus lui accorder une grande importance. On peut faire un parallèle intéressant avec la culture contemporaine. Les comédies romantiques et les chansons d'amour vont perpétuer cette idée d'un amour idéal qui comble tous nos manques. Et Schopenhauer, lui, va nous dire que cet idéal est souvent une fiction. La douleur de la rupture, même si elle est réelle, elle est amplifiée par nos attentes irréalistes. On continue avec Jean-Paul Sartre dans son œuvre Huis clos, qui va résumer l'ambivalence de nos relations avec sa célèbre phrase « L'enfer c'est les autres », que vous avez tous déjà entendu, mais parfois peut-être pas compris comme il fallait le comprendre. En fait, ça ne signifie pas que les autres sont intrinsèquement mauvais, mais ça veut plutôt montrer la tension existentielle. Nous avons besoin des autres pour donner un sens à notre existence. Mais cette dépendance nous expose à une immense vulnérabilité. Quand nous aimons quelqu'un, nous projetons sur cette personne une partie de nous-mêmes. Nous cherchons dans son regard une validation de notre propre existence. Et dans une relation amoureuse, l'autre devient un miroir dans lequel nous voyons notre valeur et notre identité. Mais après une rupture, ce miroir se brise. Le regard qui nous donnait un sentiment d'exister s'éteint, et nous sommes confrontés à une solitude vertigineuse. La douleur de la rupture pour Sartre, elle provient surtout de cette confrontation avec notre solitude.
car elle nous force à reconnaître que malgré l'amour, malgré nos liens, personne ne peut réellement combler le vide existentiel qui nous habite. Et cette prise de conscience, même si elle est très douloureuse, elle peut être une opportunité. Il faut donc embrasser cette solitude et ne pas chercher la complétude chez l'autre, mais plutôt à construire notre propre sens à partir de notre liberté. Ensuite, nous avons notre célèbre Nietzsche qui, à l'inverse de Schopenhauer, ne voit pas dans l'amour une simple illusion, mais plutôt une expérience humaine très profonde, capable de nous transformer. En fait, la douleur de la rupture n'est pas un échec, mais une opportunité. Il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile dansante. Et effectivement, la souffrance pour Nietzsche est une étape nécessaire à la croissance. Après une rupture, nous sommes brisés, mais c'est précisément dans cet état que nous avons l'opportunité de nous réinventer. Il ne s'agit pas de minimiser la douleur, mais plutôt de la canaliser pour devenir plus fort. Et là, je vais parler directement au go muscu. Ce n'est pas pour rien qu'on demande souvent aux gars les plus forts à la salle de sport comment elle s'appelait. Mais on a aussi l'exemple de l'artiste qui va transcender sa souffrance, sa douleur, pour devenir une source d'inspiration, une force créatrice, qui va lui permettre de créer des œuvres incroyables, reflétant son expérience. Pour résumer brièvement, la rupture est comme une étape dans notre transformation personnelle, une manière de transcender nos limites et de nous rapprocher du surhomme. Pour finir, on va parler de Kierkegaard, le papa de l'existentialisme. Un rappel très bref de l'existentialisme, en gros ça veut dire que t'es d'abord là, tu vis, et c'est à toi de donner un sens à ta vie. Donc lui, il va explorer l'amour plus sous un angle spirituel et existentiel. Dans son livre Ou bien et les œuvres de l'amour, il va dire que l'amour est comme une expérience paradoxale, à la fois source de joie et en même temps de désespoir. Aimer, c'est se confronter à l'angoisse, car l'amour exige une ouverture totale, une vulnérabilité face à l'autre. Ce qui veut dire qu'une rupture n'est pas seulement une perte de l'autre, mais une confrontation directe avec notre angoisse existentielle, nous rappelant que tout dans la vie est incertain et que rien ne peut être possédé ou garanti. Et pourtant, il dira ensuite que cette angoisse est une opportunité de se rapprocher de l'essentiel, une relation avec soi-même et, pour lui, avec Dieu. Il propose une forme d'amour plus élevée, qu'il appelle l'amour spirituel ou l'amour agapé. Et cet amour ne cherche pas à posséder ou à combler un vide, mais à aimer de manière désintéressée, en acceptant l'impermanence des choses. Une rupture, même si elle est douloureuse, elle permettrait alors d'aimer différemment et de dépasser l'attachement égoïste pour embrasser une vision plus large de l'amour. On a pu donc voir plusieurs perspectives et en les combinant, on peut voir que la rupture amoureuse, elle est vraiment plus qu'un simple événement émotionnel. Elle devient une remise en question de nos certitudes et une épreuve intime qui révèle notre rapport à l'amour. Mais cette douleur qui est déjà profonde par nature, elle va se voir amplifiée par le contexte culturel et sociétal dans lequel nous vivons. Dans la culture occidentale, l'amour romantique est souvent présenté comme une quête essentielle, une espèce d'idéal qui doit combler tous nos besoins émotionnels et donner un sens à notre existence. Et tout ce récit, il s'est construit à travers des siècles de littérature, d'art et plus récemment des médias populaires. Et ce qui va alimenter l'idée qu'il existe quelque part une âme sœur, ce sont tous ces contes de fées, ces comédies romantiques hollywoodiennes ou les chansons d'amour diffusées en boucle. Et cette vision un peu idéalisée, elle a des conséquences. D'une part, elle place des attentes démesurées sur les relations amoureuses, elle les charge d'un rôle presque messianique dans notre quête de bonheur, et d'autre part, elle rend les ruptures particulièrement difficiles. Lorsqu'une relation prend fin, ce n'est pas seulement une personne que nous perdons, mais aussi l'idée que nous avions trouvé cette perfection tant promise. Et ça peut donner l'impression d'un double échec. Un échec personnel et un échec face à un idéal culturel. Si on prend par exemple le film La La Land, on voit parfaitement cette tension entre l'amour idéal et la réalité. Même si les deux protagonistes sont profondément amoureux, leur rêve individuel les éloigne l'un de l'autre. L'amour est souvent idéalisé dans notre imaginaire collectif, mais il est plutôt marqué par des compromis et des réalités plus complexes. Parlons également de ces fameuses influences des réseaux sociaux. À l'ère numérique, les ruptures ne restent plus dans la sphère privée. Les réseaux sociaux jouent un rôle amplificateur et rendent la douleur de la séparation encore plus difficile à surmonter. Aujourd'hui, il est presque impossible de couper totalement le lien avec son ex. On aura toujours des photos, des statuts, des likes mutuels et des publications communes. Et tout ça, ça maintient une forme de présence virtuelle, même après la rupture. Et toute cette exposition permanente, elle peut transformer la guérison en un véritable parcours du combattant. Quand tu vois ton ex continuer à vivre souvent à travers un prisme idéalisé ou artificiellement positif, ça peut alimenter des sentiments de jalousie, de comparaison et d'insécurité.
Et cette dynamique, elle est exacerbée par le fait que les réseaux sociaux sont conçus pour maximiser l'engagement, souvent au détriment de notre santé mentale. Prenons l'exemple d'une étude publiée par l'université Brunel qui révèle que les personnes qui continuent à surveiller leur ex sur les réseaux sociaux ont plus de mal à tourner la page. La tentation de stalker ou de vérifier constamment les activités de son ancien partenaire alimente une boucle de douleur et de nostalgie. Et tout ça, ça va retarder la cicatrisation émotionnelle. Ensuite, allons faire un tour du côté de la culture non occidentale. En Asie, en Afrique ou encore au Moyen-Orient, le mariage est souvent perçu comme un partenariat social et économique, plutôt qu'une quête de fusion émotionnelle ou spirituelle. Et cette approche collective des relations, elle va offrir un contraste frappant avec l'idéal individualiste de l'Occident. Dans ces sociétés, les relations amoureuses s'inscrivent souvent dans un réseau plus large de connexions familiales et communautaires. Par exemple, le mariage peut être vu comme une alliance entre deux familles, plutôt qu'une simple union entre deux individus. Et ça réduit la pression exercée sur le couple en tant qu'entité isolée. En cas de rupture, la douleur est atténuée par la solidité des liens communautaires, qui vont offrir un soutien émotionnel et pratique. Si on prend l'exemple du Japon, il possède un concept, gaman, qui prône l'endurance face aux difficultés. Ça va jouer un rôle dans la manière dont les individus gèrent les ruptures. Plutôt que de chercher à surmonter la douleur de manière individuelle, les Japonais mettent souvent l'accent sur la résilience collective. Ils vont s'appuyer sur leur famille ou leurs amis proches pour traverser les moments difficiles. Dans d'autres cultures, les ruptures amoureuses ne sont pas seulement vécues comme des pertes personnelles, mais aussi comme des échecs sociaux. Une séparation en Occident peut être perçue comme un signe d'incompatibilité ou d'incapacité à maintenir une relation. Et dans d'autres contextes culturels, cette pression est encore plus forte. Le divorce, par exemple, il est parfois stigmatisé, surtout pour les femmes, qui peuvent subir des jugements moraux ou des discriminations. Cette pression sociale peut amplifier la douleur de la rupture en y ajoutant une couche de honte ou de culpabilité. Pour beaucoup, il ne s'agit pas seulement de gérer une perte personnelle, mais aussi de répondre aux attentes de la société ou de la famille. Dans des pays comme l'Inde ou le Pakistan, où le mariage est souvent arrangé, une séparation peut avoir des implications familiales et sociales importantes. Les individus concernés doivent naviguer entre leurs désirs personnels et les attentes de leur communauté, ce qui rend la rupture particulièrement complexe. Avec l'essor de la culture populaire mondiale, les idéaux romantiques occidentaux vont se diffuser de plus en plus dans des sociétés où ils n'étaient pas traditionnellement présents. Des films de Bollywood aux séries Netflix, la mondialisation des médias promue une vision de l'amour comme une quête individuelle, basée sur la passion et l'émotion. Cette évolution, elle va créer un choc culturel dans certaines sociétés, où l'amour romantique commence à concurrencer les conceptions communautaires des relations. Et ce changement, même s'il peut sembler libérateur, il introduit également de nouvelles sources de pression et de douleur. Les individus jonglent entre les attentes modernes et des traditions séculaires, et créent des tensions qui compliquent encore davantage les ruptures. Malgré toutes ces différences culturelles, il existe un fil conducteur universel. La rupture amoureuse touche à notre humanité profonde. Que l'on vive dans une société individualiste ou collective, perdre une connexion émotionnelle est une épreuve. Mais la manière dont nous gérons cette douleur dépend en grande partie de notre contexte culturel. La douleur d'une rupture amoureuse, même si c'est l'une des expériences les plus difficiles, elle est aussi une preuve de notre humanité, parce qu'elle va nous rappeler l'importance des connexions humaines, et aussi notre capacité à grandir et à nous reconstruire. À travers cette souffrance, on découvre nos forces et nos failles, et parfois même un nouveau sens à notre existence. Si vous vivez actuellement une rupture amoureuse, prenez le temps de pleurer un bon coup, déchargez vos émotions, et après ça, transcendez votre douleur et faites-en quelque chose de beau.